cantine là, qui vend du lard et du sow. Et quand j'ai vu le sow, je me suis dit, nan ngeen def ba nanguwaat sow mi ci Baye Fall yi. Baye Fall yi dañu jël suñu sow bi. te nag xamuñ lu Baye Fall yi doyee sow guddi. alors bi ma fa jëlee énergie tuuti ak sow bi ma ne ndaw si damay ñëw ci benn gingembre littéraire. ma ne ma ok ma ne ko am nga fa nag sa place ndax liñ fay waxtaanee foofu na ci li ñuy tuddee contenu local. te amaana bu la Baye Fall yi delloo sa soow di nga ci mën a jaay lu bëri ba mën a jox industrie yi soow donc Baye Fall yi delloo leen di soow yi. Cela me permet d'aborder en premier lieu le contenu local. Ensuite, je vais jeter un coup d'œil sur le secteur minier, on n'en a pas trop parlé. Et enfin, j'aborderai un peu la question de la transition énergétique dans un contexte où nous vivons de façon très manifeste les effets dévastateurs du changement climatique. Alors, en parlant de contenu local, je rappelle encore une fois, à l'instar de mes prédécesseurs, que ce que nous avons ou ce que nous pouvons perdre dans l'équilibrage des contrats, ce que nous pouvons perdre dans le partage des revenus, parce que naturellement, notre participation dans le capital est encore marginale, ce que nous pouvons perdre dans, à la limite, le partage du profit final, on pourrait le rattraper dans le contenu local. Parce que, Aïda l'a mentionné tout à l'heure, si le secteur et le secteur minier, le secteur pétrolier et gazier ne rapportent au Sénégal jusqu'en 2021 qu'environ 200 milliards et quelques, le contenu local, rien qu'à travers l'approvisionnement local de biens et services, peut nous rapporter plus de 1000 milliards. Malheureusement, jusque-là, notre secteur privé local ne parvient pas à capter suffisamment ces retombées-là. Ce qui fait que, sur les 1000 milliards, les 800 milliards retournent à des entreprises privées étrangères et environ 200 milliards restent au Sénégal. Donc, ce qui fait que même ce qui reste au Sénégal est d'ailleurs supérieur à l'ensemble des revenus que notre État mobilise. Donc, tout l'intérêt pour nous de voir comment les entreprises privées, qu'ils soient de la presse, qu'ils soient du textile, qu'ils soient de la production alimentaire et agroalimentaire, puissent aujourd'hui bénéficier d'un appui considérable qui leur permettrait de pouvoir compétir avec le privé étranger. Donc ça c'est fondamental parce que les opportunités sont là. Il y a jusque-là des limites qui empêchent aujourd'hui au privé local de pouvoir bénéficier suffisamment de ces opportunités-là. Certaines limites ont été mentionnées tout à l'heure par le Club des investisseurs, mais les plus manifestes comprennent d'abord le difficile accès au crédit auprès des banques commerciales sénégalaises, ou bien les taux de remboursement sont assez énormes qui ne permettent pas aujourd'hui, par exemple, à E-Média de se glisser au même niveau que Canal+ pour pouvoir compétir sur le marché de publicité de certaines compagnies internationales. C'est la même chose qui arrive aux petites et moyennes entreprises qui ne parviennent pas à garantir une fourniture de services de façon durable pour une certaine durée à l'endroit de ces compagnies-là. Donc nous ne pouvons pas respecter ni la qualité, ni la quantité, ni les délais qui sont requis par ces compagnies-là. Alors, il y a des pistes de solutions qui existent et des milliers de solutions qui sont là et endogènes, parmi lesquelles je considère que ce que nous mobilisons pour le moment de ce secteur-là peut ne pas forcément retourner au budget de l'État, ou bien s'il retourne au budget de l'État, il devrait aider à renforcer ce secteur privé national-là pour éviter que l'État lui-même compétisse contre ce privé national-là. Je crois qu'on a assez de cas où les entreprises d'État ont été des rivales aux entreprises privées sénégalaises, ce qui est vraiment dommage. Ceci dit, après le contenu local, je considère qu'il est important qu'on aborde le secteur minier. Le secteur minier
produit beaucoup d'effets négatifs à l'endroit des communautés, que ce soit les impacts environnementaux, sociaux et économiques, prive aux communautés leur foncier, en plus de tous les autres problèmes, y compris les conflits que cela génère au niveau local. Donc nous considérons que une des façons de mitiger tous ces impacts négatifs, c'est de permettre à ces sociétés ou à ces communautés de bénéficier ne serait-ce que ce que la loi leur a accordé. La loi leur permet d'accéder aux fonds d'appui et de péréquation, même si le montant et le montage n'est pas important. Je crois que l'État gagnerait à définir de nouveaux modèles de gestion de ces revenus-là pour faire profiter à ces communautés-là ou à faire compenser ces impacts négatifs que les populations vivent. Ensuite, il y a le fonds d'appui au développement local qui est d'une somme importante quand même. Si une compagnie telle que la Socosim, par exemple, qui est à Rufisque-Est, fait environ 187 milliards de chiffre d'affaires par année, 0,5% selon la loi doit être retourné aux collectivités territoriales pour financer le développement local et l'autonomisation des femmes, comme l'a souligné tout à l'heure ma collègue Aïda. Alors, ne serait-ce que 100 milliards de chiffre d'affaires fait 1000 millions qui doivent être retournés aux populations. Rarement vous verrez une collectivité territoriale du monde rural qui a un budget qui dépasse 1000 millions. Non. Rarement. Donc je crois que si on retourne à la collectivité de Saraya qui abrite au moins 2 compagnies minières qui fait chacune d'elles au moins 200 milliards de chiffre d'affaires, c'est 4000 millions. Je ne dis pas 4 milliards, je dis 4000 millions. Voilà. Donc, vous verrez que cela dépasse largement l'ensemble des budgets de ces collectivités territoriales qui se trouvent dans cette zone-là. Et enfin, on dégrade notre environnement sans que les compagnies, y compris vous les compagnies nationales, sans que vous payiez forcément ce qu'on appelle les fonds que vous devez à l'environnement, c'est-à-dire de réhabilitation pour les compagnies minières et les autres taxes environnementales que les compagnies pétrolières et gazières doivent aussi à l'État du Sénégal pour compenser ou réduire ces risques d'émissions qu'Aïda a mentionné tout à l'heure. Je crois que le Sénégal gagnerait bien à y avancer. Le dernier élément que je devrais bien mentionner avec votre permission, directeur, c'est la transition énergétique. Je la vois aujourd'hui comme une opportunité à 2 niveaux. C'est une opportunité pour accéder à la souveraineté alimentaire, mais ensuite à la souveraineté énergétique. Alors, la souveraineté, nous voulons tous, ou la plupart d'entre nous, des panafricanistes, c'est pourquoi vous amenez le gingembre en Europe, etc. Mais je vous dis, la meilleure façon de lutter contre la corruption, la meilleure façon d'être ancré dans notre panafricanisme, c'est de nous garantir d'abord notre sécurité alimentaire. Déjà dans l'ITIE, mais de plus en plus présent dans les problématiques de fiscalité, parce que justement, à travers cette question de bénéficiaires effectifs, il y a une notion qui m'intéresse, en particulier que je voudrais mettre en relief, c'est l'aspect contrôle. Parce qu'on vous dit, en fait, que le propriétaire réel, il peut être propriétaire de la ressource sans avoir une participation en termes de pourcentage dans les actifs. Il peut avoir un contrôle de la société sans pour autant véritablement avoir cette participation. Et bien entendu, il y a différents mécanismes dont je ferai l'économie ici, parce que le temps ne me permettra pas. Mais ce qui est intéressant sur cet aspect-là, c'est de dire en fait que, c'est de donner un exemple. Dans une formation que j'avais suivie à un moment donné, on nous avait dit, on nous disait que quand vous prenez le cas d'une entreprise britannique, British Petroleum, pour ne pas le nommer, on nous dit que le gouvernement britannique détient moins d'1% des parts. Pourtant, sa participation de 1% lui permet d'opposer un veto dans certains cas, sur des cas d'acquisition et de fusion par exemple.
Donc ça veut dire qu'il y a possibilité d'avoir plus d'influence dans le dispositif de gestion de la ressource, sans pour autant véritablement que cela nous passe directement par une prise de participation. Et donc, la problématique à ce moment-là devient qui va représenter le peuple dans ce nouvel attelage qu'il faut imaginer. Est-ce qu'on a un attelage aujourd'hui? Comment il faut en tirer les conséquences de cette réflexion qui, je veux dire, comment on va traduire dans la pratique la disposition de l'article 25. C'est une grosse équation. Et dans la réflexion, on a identifié trois axes importants. Un des axes, c'est l'accès, les droits d'accès. Et dans les droits d'accès, on va considérer qu'il y a des droits d'accès à la fois directs et indirects. Je donne un exemple. L'accès direct, c'est un Sénégalais peut être titulaire d'un bloc, il peut participer avec un investisseur, mais de façon indirecte, le Sénégalais peut bénéficier de l'investissement issu des recettes, d'accord, qui est réalisé à partir des recettes. Et ça, maintenant, on en a parlé, il y a une loi qui est très bien élaborée et qui tire les leçons des bonnes pratiques internationales. Il y a un deuxième élément dans ma réflexion qui concerne les droits, on va dire, à l'exercice du contrôle. C'est comme ça que je l'appelle. C'est-à-dire que par le biais de la législation, par exemple, l'administration a la possibilité de mettre en place un dispositif qui définit les conditions d'octroi, de retrait, des licences, etc. Et également, à ce niveau, on va considérer qu'il y a des droits directs et un aspect indirect. Et justement, l'aspect indirect ici va concerner, et de ce point de vue, il me semble qu'il y a des actes extrêmement importants dont il faut se féliciter, c'est qu'il y a des institutions de gouvernance du secteur, le Comité national de suivi des comptes locaux, le COS-Petrogaz, l'ITIE, dans lesquels vous avez la société civile qui est partie prenante au niveau des instances de décision et qui lui donne la possibilité non seulement d'avoir un accès à l'information juste, mais également de pouvoir exercer son travail de contrôle. Et clairement, dans la réglementation, il y a également un bon positionnement des institutions de contrôle, la Cour des comptes, mais également il y a le contrôle parlementaire. Alors, il y a un troisième point, et je termine peut-être par là, pour ne pas durer. Il y a un troisième point qui m'intéresse particulièrement. Alors, je ne sais pas si j'ai la bonne appellation, mais je l'appelle le pouvoir d'habilitation. Les droits de conférer, concéder des droits, de distribuer des droits, différents types de droits aux différents acteurs de l'écosystème. Et je pense que il me semble que c'est un aspect sur lequel on peut aller éventuellement dans les discussions, mais dans lequel on n'a pas suffisamment, on va dire, qu'on n'a pas exploré suffisamment. Il y a un potentiel, de mon point de vue, qui est très intéressant à ce niveau. Je donne juste des exemples très concrets pour rester simple. Vous avez, après chaque étape, trouver son arrangement en fonction de son système politique. Mais vous avez par exemple des expériences intéressantes au Ghana où vous avez, dans certains pays, on vous dit que les contrats ils sont ratifiés par l'Assemblée nationale. Est-ce que nous voulons de ça? Est-ce que c'est une bonne façon, dans le contexte du Sénégal, de matérialiser cette appartenance de la ressource au peuple sénégalais? C'est une question. Deuxième question, le travail même de la compagnie nationale. Là, je vais taquiner un peu malin. En fait, dans beaucoup de systèmes, vous avez un dispositif qui est mis en place et qui permet
à l'Assemblée, ne serait-ce qu'à titre d'information, de recevoir le programme de travail de la compagnie nationale, parce que justement, c'est pris en compte dans le cadre du vote du budget. Alors, il y a un lien à ce niveau-là avec la problématique de l'utilisation des revenus au Sénégal, parce que lorsque vous regardez la nomenclature telle que c'est énoncé dans le document, on a parlé en fait des dividendes et on a parlé des recettes issues de la participation. Donc, pour dire simplement qu'il y a une problématique, à mon avis, qui est assez complexe, peut-être qu'on ne pourrait pas aborder ici, mais peut-être terminer en disant qu'il y a des acquis extrêmement importants. Et le contenu local, c'est une illustration. Le contenu local qui permet véritablement, justement, pour moi, c'est une bonne façon de matérialiser ce que j'appelle le pouvoir d'habilitation, qui permet véritablement au peuple de pouvoir participer à l'exploitation de la ressource et à tirer profit. Alors, la question, il y a deux peut-être questions que je voudrais évoquer. Le premier, c'est le positionnement ou la structuration. Et ça, je parle des données d'une étude que nous avions réalisée à un moment donné, en 2019. C'est vrai, c'était assez précoce encore. On s'était rendu compte qu'il y avait une petite difficulté quand vous allez sur le terrain. Par exemple, quand vous allez dans la région des Saint-Louis, les acteurs de l'écosystème pétrolier, en tout cas qui sont concernés, et parfois les populations qui sont affectées, y compris et même les acteurs de l'administration, n'avaient pas toujours l'information, la bonne information sur l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Et on s'est demandé, est-ce que ça ferait sens aujourd'hui, avec le développement de l'activité et de Petrosen, que Petrosen puisse avoir une antenne au niveau des régions pétrolières. Cela aurait un certain nombre d'incidences de mon point de vue qui peuvent être positifs. Alors, je vais m'arrêter là. Merci. Voilà. Merci, cher. Que vous entendez, ce sont les 10% de Petrosen quand on a démarré au moment de l'exploration. C'est là où Petrosen, même s'il n'a donné 0 francs, Petrosen a 10%. Après, Petrosen a la possibilité de monter à 20%, avec le nouveau code de monter jusqu'à 30%. L'État, en plus de ça, a une partie qui lui est réservée lors du profit, lors du partage du profit. Donc, en résumé, sur les deux champs, que ce soit Sangomar ou GTA, l'État a bien plus que 50%. Donc ça aussi, j'aimerais corriger ça et qu'on ne soit pas obligé de reparler de ça. Alors, le contenu local. Le contenu local. Autre chose, on a effectivement une loi sur le contenu local qui vise à ce que les Sénégalais puissent profiter. Quand je dis Sénégalais, les personnes physiques et les personnes morales puissent profiter au maximum de la création de valeur ajoutée. C'est aussi ça qui est important à retenir. L'État a imposé qu'on ait un objectif d'avoir au moins 50% de contenu local d'ici 2030. Ça veut dire qu'on a la possibilité pour plusieurs entreprises de pouvoir aujourd'hui profiter de la production qui va être liée à ces ressources naturelles. Après, quelque chose de positif, c'est qu'une fois qu'on a du gaz, comme vous le savez, je vous avais dit que la vision, c'était d'avoir une énergie qui soit disponible, qui soit accessible, qui soit au même niveau. Eh bien, tout le monde se plaint du fait que nos factures d'électricité sont élevées. Eh bien, en remplaçant le fût qu'on utilise aujourd'hui, qui représente quand même 70% du coût de l'électricité au Sénégal, par du gaz, on a la possibilité de réduire à peu près 30 à 40% le prix de l'électricité. Ça va avoir un impact
sur chacun d'entre nous, au niveau de nos factures, mais aussi, c'est ça qui va permettre aux entreprises d'être un peu plus efficientes, un peu plus productives, et c'est ça qui va amener l'industrialisation. Et c'est ça le cercle vertueux. On a une énergie, le coût de l'énergie qui baisse, forcément il y a plus d'industrie. Quand on a plus d'industrie, on a effectivement plus d'emplois, on a plus de consommation, c'est ça le bon cercle. Et c'est vers ça que nous tendons. Ça c'est par rapport à l'industrialisation. Mais au même titre qu'on utilise le gaz, pour la partie gaz to power, vous en avez entendu parler, mais aussi on peut l'utiliser pour ce qu'on appelle gaz to industry. Et toutes les industries qui utilisent beaucoup d'énergie vont pouvoir voir le coût de leur énergie baisser. Et donc on espère qu'on aura de plus en plus d'entreprises, on aura de plus en plus d'industries. Au-delà des 700 milliards qu'on va tirer comme revenus de l'exploitation, surtout ce qui est important, c'est ce qu'on va créer comme industrie. C'est là où on va faire la différence. Et le dernier exemple, et je vais finir avec ça, c'est qu'on peut utiliser le gaz pour aller vers de l'urée. Vous en avez tous entendu parler. On a un des plus grands projets du Sénégal, onshore, puisque les deux autres projets, qui sont de très grands projets, sont au niveau de la mer. J'ai parlé de GTA et de Samora, on parle de 6 milliards de dollars, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Mais l'autre projet qui est un projet important est géré par M. Farido. Je vais vous demander quand même de m'applaudir. C'est un projet pour faire de l'urée. D'accord? C'est un projet qui va coûter au Sénégal à peu près 1,5 milliard de dollars. Et ce sera la première fois, et ça c'est important, ce sera la première fois qu'on a un projet aussi important et il va être géré que par les Sénégalais. C'est un projet pour les Sénégalais, par les Sénégalais. Et on parle de 1,5 milliard de dollars. Qu'est-ce que ce projet-là va permettre de faire? Ce projet va nous permettre d'avoir, de produire 1,2 million de tonnes d'urée. Mesdames et messieurs, je ne peux pas m'empêcher de vous demander d'applaudir Ismaël Lo qui vient d'arriver. Très bien, et donc on va faire 1,2 million de tonnes. Aujourd'hui, il faut savoir que l'engrais au Sénégal, même si l'État le subventionne à hauteur de 40 milliards chaque année, coûte encore beaucoup trop cher pour nos agriculteurs. Ce qui fait que aujourd'hui, quand vous allez au nord, où on va consommer à peu près 150 à 200 kilos par hectare, quand vous venez ici, donc, l'idée c'est aujourd'hui d'avoir cette usine d'urée qui va nous permettre non seulement d'approvisionner nos agriculteurs, ce qui va leur permettre aussi de produire un peu plus de ce qu'ils font, et on atteindra l'autosuffisance alimentaire par ce biais. Ça, c'est une partie de l'équation. L'autre partie, c'est que, je vous ai dit, on a 1,2 million de tonnes qu'on va produire. On a besoin de 100 000, 150 000 tonnes au Sénégal. Le reste, on va pouvoir l'exporter. Et donc, on va pouvoir inverser encore une fois la balance des paiements. Plutôt que nous d'importer, on va exporter vers des pays tels que le Brésil, tels que les États-Unis, bien sûr, Mali, Burkina, donc la sous-région. Et c'est ça le bon schéma, encore une fois. C'est qu'on arrête, nous, d'importer des choses, mais qu'on soit capable d'exporter et de faire rentrer des choses. Et ça, moi je vous dis que c'est possible. Ce projet, depuis le début, il est géré par Fari. D'accord? Fari est celui qui a écrit l'ordre noir du Sénégal. Donc il avait la possibilité quand même, il comprend comment fonctionne. Et il avait la possibilité de travailler ailleurs. Il a accepté de venir travailler au niveau des Petrosen et de gérer le projet aujourd'hui qui, pour moi, encore une fois, est un bon exemple de réussite pour nous vers une industrialisation où on aura beaucoup de Sénégalais qui vont travailler
et qui va surtout appuyer l'agriculture, doit nous permettre d'avoir une autosuffisance alimentaire et donc de pouvoir nourrir les Sénégalais sans qu'on ait à importer du riz ou tous les autres aliments dont nous avons besoin. Donc, c'était pour ouvrir le panel. Simplement, je vais laisser bien sûr à tous mes panélistes, vraiment merci, je vais laisser à tous mes panélistes qui vont rejoindre aujourd'hui et discuter, donc chacun dans son domaine, de ce sujet. On va parler de comment on va s'assurer qu'on aura la meilleure exploitation possible de nos ressources naturelles.